Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les talks de Math Digital. Je suis Morgane, la chef de projet du dispositif Math Digital. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Camille. Bonjour. Bonjour Camille, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler information scientifique et santé publique avec notre invité, Nicolas Pris. Nicolas, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors, moi je suis médecin de santé publique depuis bien longtemps déjà et je dirige depuis 8 ans la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est une petite administration qui est placée auprès du Premier ministre et notre boulot, c'est d'essayer de lutter contre les conduites addictives, les addictions et leurs conséquences en appuyant sur l'ensemble des leviers de l'action publique. Alors, on a des aspects répressifs contre les trafics, respect de la loi, y compris pour les revendeurs de produits illicites tels que ceux qui permettent malheureusement que les mineurs aient accès à des choses qui leur sont théoriquement interdites, le tabac, l'alcool, les jeux de hasard et d'argent. Ça, c'est pour les aspects un peu plus, un peu régaliens, on va dire. On travaille évidemment sur la question du soin, de l'accès aux soins, de la réduction des risques. Et au milieu, il y a un vaste ensemble de politiques publiques de prévention qui s'adressent principalement aux plus jeunes. On en reparlera sûrement. Et ça crée un espèce de continuum de l'action publique pour lequel on essaie de mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que ça se décloisonne, que la justice travaille avec la santé, qu'au cœur des services régaliens, ils soient plus efficaces ensemble, qu'on ait des passerelles entre la réduction des risques et puis la prévention, etc., etc. Merci beaucoup. En tant que médecin en santé publique, quelle est la place de l'information scientifique dans la compréhension globale des addictions, mais aussi dans la prise en charge des personnes addictes et dans l'accès aux soins ? Vous savez, les addictions, ou plus exactement les conduites addictives, la différence, c'est que l'addiction, c'est la maladie constituée et que les conduites addictives, c'est le chemin pour y arriver. C'est un sujet sur lequel chacun a une opinion et des représentations. Mais quand je dis chacun, je pense que c'est à peu près l'ensemble de la population, parce que tout le monde pense savoir quelque chose ou pense quelque chose de l'alcool, du vin, du tabac, de la drogue, des écrans chez les enfants, etc., etc. Et par ailleurs, il y a des intérêts financiers énormes derrière tout ça. Des intérêts financiers, l'industrie du tabac, les buralistes, l'industrie de l'alcool, la distribution, les opérateurs de jeux, la distribution également des jeux, et puis même d'une certaine manière, parce que c'est gouverné également par un marché, il y a une forte pression économique des trafiquants de stupéfiants. Et entre l'excès de représentation, l'excès d'intérêts financiers, parfois aussi certaines postures idéologiques, la seule manière de s'en sortir pour prévenir et tenter d'accompagner et de guérir, c'est d'aller sur le terrain de la connaissance. Et il n'y a que là-dessus qu'on peut se baser pour avancer, pour tordre des idées reçues, pour convaincre que les choses ne se passent pas comme on le croit, pour démontrer que boire de l'alcool à 13 ans au cours d'une fête de famille, c'est une mauvaise idée, et convaincre pas les enfants, pas les adolescents. C'est convaincre les parents, l'entourage familial, là en l'occurrence. Convaincre ceux qui veulent conserver un petit plaisir personnel que non, le cannabis n'est plus une drogue douce du tout. Ça reste important. Donc on a besoin comme ça de données scientifiques basées parfois sur des données de sciences fondamentales. Et puis, plus on avance dans le processus, plus on a besoin de données scientifique ou du moins probante pour dire si ce que l'on fait, pour regarder si ce que l'on fait est efficace et si on est sur la bonne voie et si on permet effectivement aux personnes d'avoir des systèmes et des dispositifs de prévention ou de soins ou de réduction des risques qui soient réellement efficaces. Donc là, vous nous parliez des parents, de ces jeunes adolescents, adolescentes, mais aussi donc de leur entourage proche, familial, etc. Mais si on se concentre vraiment sur les jeunes, comment l'information scientifique peut-elle aider les jeunes en fait, à comprendre les addictions, à justement tordre, pour reprendre vos mots, leurs idées reçues sur les addictions en fait, et pourquoi pas essayer de prévenir l'âge de la première consommation ? Les jeunes,
une évidence ce que je veux dire, mais ils ne sont pas idiots, justement. Et je crois qu'ils ont besoin de comprendre pour davantage saisir l'importance de leur comportement. Ça ne peut pas être simplement une vérité qu'on assène. Les drogues sont dangereuses, le tabac tue, etc. Ça peut servir ici ou là de mettre en garde. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de se baser sur une forme de raisonnement scientifique pour les intéresser, à condition, encore une fois, que le raisonnement scientifique soit accessible. Il faut arriver parfois à le traduire, le simplifier. C'est tout le travail de Maths Digital. Exactement. C'est pour ça que je vous tends cette perche. Mais l'idée est vraiment de faire en sorte qu'une médiation scientifique adaptée au niveau de chacun puisse toucher dans ce qu'on transforme une émotion en une connaissance. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental pour les plus jeunes. L'addiction, c'est une maladie chronique du cerveau récidivante. Donc, comprendre le mécanisme cérébral qui va conduire à comprendre les déterminants et les fragilités cérébrales d'un cerveau avant 25 ans. Bon, cet âge est un peu artificiel, mais pour dire que jusqu'à cet âge-là, ça crée des dégâts singuliers, particuliers, dans la maturation cérébrale. C'est de nature à les intéresser et à les amener en plus à comprendre des risques immédiats. Parce que je pense que projeter un jeune aujourd'hui dans des risques à moyen ou long terme, genre si tu commences ta consommation de tabac aujourd'hui à 15 ans, tu vas avoir un cancer bronchopulmonaire, tu as une chance d'avoir un cancer bronchopulmonaire supérieur à d'autres à 45, 50, 60 ans, ça parle assez peu, on l'a tous vécu, ce genre de choses. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre le mécanisme qui se passe pratiquement le jour J. Et donc, je trouve que ce sont des choses très importantes de savoir comment le cerveau des adolescents fonctionne, comment il est particulier à cet âge-là, sans être anormal dans sa croissance. Il a une appétence particulière sur certains types d'émotions, sur l'importance du groupe en particulier, sur la reconnaissance des récompenses qui sont fournies par le groupe. Je crois que ça, c'est vraiment important, en partant parfois du modèle animal, du modèle le plus théorique possible, pour ensuite dire, voilà ce qui se passe. Et vous n'êtes pas anormal. Quelques clés pour comprendre, ça sert à déconstruire des représentations. Et donc, tout à l'heure, on parlait justement de ces professionnels de la prévention, rapidement. On parlait aussi donc des stigmates et des images en fait qu'on peut avoir de l'addiction des personnes dépendantes, des images fausses parfois. On a parlé des jeunes, on a parlé des adultes, et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle aussi des professionnels du soin, de l'accompagnement en addictologie. Comment est-ce que l'information scientifique en addictologie peut-elle accompagner les professionnels de la prévention et du soin dans leur travail ? Je pense aux éducateurs spécialisés, aux assistantes sociales, aux infirmiers et infirmières scolaires notamment, qui peuvent être au contact de jeunes comme de moins jeunes, au contact de personnes dépendantes comme non dépendantes. Comment aujourd'hui on peut faire en sorte que l'information scientifique en fait accompagne aussi ces professionnels-là dans leur rôle de prévention et ou de soins ? Et je crois malheureusement, et enfin c'est normal, c'est naturel, c'est humain, que les professionnels ne sont pas indemnes de représentation. Et qu'en réalité, cette question aujourd'hui des déterminants des consommations, des sensibilités particulières selon les âges, le genre, le milieu dans lequel on évolue, mérite, là encore, de l'explicitation en direction des professionnels. On a des prises en charge qui sont aujourd'hui trop diverses. L'addictologie, c'est une science éminemment humaine, mais du coup pas forcément toujours très exacte. Et on a besoin de les amener par des apports scientifiques, et le congrès de l'Albatros sert à ça aussi, à se repositionner, en tout cas à s'interroger sur leur pratique professionnelle. On a encore aujourd'hui des prises en charge. Vous savez, le triptyque en addicto, c'est grosso modo avoir une prise en charge, on dit médicale, sociale et psychologique. Sur le médical, déjà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très solides. Il y a des domaines où on a peu de connaissances suffisamment solides pour proposer des traitements de nature médicale qui soient très éprouvés.
Donc chacun fait un peu comme il peut. Je vous donne un exemple très d'actualité, mais c'est la question de la prise en charge de l'addiction aux drogues dites stimulantes, comme la cocaïne, qui est en train de se déverser dans notre pays d'une manière tout à fait rapide. On n'a pas de traitement de substitution pour la cocaïne. On n'a pas de médicament efficace. Donc, il faut amener, voilà, là, les médecins, en l'occurrence, à capter quand même assez rapidement et de manière la plus claire possible les différents domaines sur lesquels, et les différents domaines pharmacologiques ou non, sur lesquels ils peuvent s'appuyer quand même pour rendre un service aux patients. Et c'est plus difficile que de faire une prescription singulièrement d'un médicament. Sur le psychologique et le social, j'allais dire que c'est encore plus difficile par nature, parce que c'est de la science encore plus humaine. Et là aussi, on sait qu'en France, on a quand même dans la palette de prise en charge psycho, on voit tout. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on voit des choses très variées. Or, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive davantage à mettre au regard d'un parcours de vie d'une personne la bonne prise en charge. Et ça, on a encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine psychologique. Dans le domaine social, je pense que ça interroge presque une autre dimension aujourd'hui, qui doit être une dimension de connaissance et de science diffusée non pas à l'intention des personnels sociaux qui prennent en charge des personnes qui ont des addictions, mais qui est globalement nécessaire pour beaucoup de personnes qui travaillent dans la sphère sociale. Dans la sphère sociale et qui sont confrontés tous les jours à des personnes qui viennent les voir pour une prestation ou un soutien dans tel ou tel domaine, des personnes qui ont un comportement addictif. Et bien souvent, on a l'impression que on considère que l'addiction est une béquille dans l'existence des personnes les plus fragiles. Et que finalement, on peut leur laisser ça parce qu'elles ont déjà tant d'ennuis, tant de difficultés, que c'est si dur au quotidien. La réalité scientifique nous montre que c'est tout l'inverse, en réalité. Même le tabac n'est pas un anxiolytique, n'est pas un antidépresseur. Si on veut sortir quelqu'un d'une situation difficile au niveau social, il faut lui conseiller d'aller consulter pour un sevrage tabagique. Il ira mieux sur le plan du sommeil, sur le plan mental. Et c'est la même chose pour les drogues illicites, c'est la même chose pour l'alcool. Aucun de ces produits n'aide personne. Ça aggrave tout. Donc vous voyez, on est aussi sur un besoin de science, j'allais dire de niveau très simple, qui va aider certains professionnels au-delà même de la prise en charge addictologique. Là, on a parlé quand même un peu de tout l'éventail des drogues, on a parlé de la cocaïne, on a parlé un petit peu du cannabis, de l'alcool, du tabac. En ce moment, c'est quoi les priorités de la Mildeca, ou alors est-ce que vous essayez d'aller un peu dans toutes les directions, sur tous les types de drogues à la fois? Si on fait l'approche par drogue, faut quand même se rappeler que le tabac, ça reste le tueur en série historique, 75 000 décès chaque année. Donc ça doit rester une priorité très forte en termes de poids épidémiologique et de poids d'ailleurs pour la richesse de notre pays. Le tabac nous coûte à la société dans son entier 156 milliards d'euros chaque année. Donc ça suffit à en faire le top des priorités. L'alcool, toujours important de lutter contre ces expérimentations précoces, parce qu'on sait que c'est prédictif des épisodes d'alcoolisation ponctuelle, du risque de rentrer dans une addiction, avec toutes les complications de nature cognitive et évidemment de conséquences ensuite somatiques. Et puis l'alcool, n'oublions pas que c'est un grand facteur de violence sexuelle et sexiste, de violence intrafamiliale, de violence sur la voie publique, de violence routière. Parmi les stupes aujourd'hui, clairement, c'est les drogues stimulantes dont je parlais tout à l'heure, quand même. La cocaïne et puis MDMA, ecstasy, amphétamine, méthamphétamine. Malheureusement, les criminels mettent sur le marché des tas de produits qui comment dirais-je, rentrent en résonance avec un public qui cherche aujourd'hui ce type de drogue de la performance en contexte professionnel pour être plus performant au boulot. Et c'est plus simplement les traders et les CSP++ de Paris. C'est les gens dans les restos, les marins-pêcheurs. Je stigmatise aucune profession, mais c'est des métiers très différents aujourd'hui. Et c'est un peu tous les métiers. L'autre
besoin de performance est exprimé en matière festive. On veut, surtout après des journées de boulot, pouvoir être capable de faire la fête toute la nuit. Bah oui, alors on cherche des produits et ça tombe très bien parce que de fait, ça fonctionne en réalité. Et vous pourrez le démontrer à nos auditeurs sur les cerveaux. Et puis en contexte sexuel, au-delà même du chemsex, qui est peut-être la partie la plus médiatisée du sujet, mais il y a beaucoup de gens qui prennent ça aussi pour avoir des relations sexuelles. Donc ça, c'est certainement ce qui est en train de monter, mais encore une fois, n'oublions pas les produits, j'allais dire, de base de la dictologie. Alors au-delà des produits, je crois que ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les priorités en termes de stratégie. Et en termes de stratégie, c'est la prévention en direction des plus jeunes, parce que c'est ce qui va créer le risque de rentrer d'être addict un petit peu plus tard. Et puis, c'est parce que je crois qu'on a des choses qu'on sait faire aujourd'hui. La médiation scientifique est un exemple qui est efficace. Le renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire, l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à être dans un groupe, à communiquer dans un groupe, c'est essentiel, absolument. Informer sur les risques, peut-être davantage les adultes que les adolescents, mais c'est pour que tous les adultes... Sur l'alcool, comme on parlait, parce que c'est vrai qu'on a eu le tabac où on a eu de très bons résultats il y a quelques jours avec, je crois, moins 10 ou moins 15% de consommation de tabac. On connaît les paquets de cigarettes, les messages sont très bien passés. C'est vrai que de ce que vous racontez sur la consommation d'alcool, sur les jeunes de moins de 13 ans, on est encore plus à se dire on goûte un peu dans mon verre, un peu de vin rouge, un peu de bière, et on n'est pas du tout encore dans ce message-là passé au grand public. Alors que sur le tabac, ça a fait son effet. Et on ça a fait son effet. Les résultats. Et effectivement, on a une vraie responsabilité de l'environnement familial. Il y a toujours une composante environnementale dans l'usage de produits, au sens le plus large du terme, environnement. Et la famille, c'est extrêmement important sur les initiations à l'alcool, aussi sur la question des écrans. Je glisse un mot là-dessus, mais on peut se plaindre de ces ados qui regardent sans arrêt leur téléphone et les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut voir l'exemple qui est donné par les adultes au sein d'un foyer. Et puis, sur les jeux de hasard et d'argent, on a aujourd'hui beaucoup de matchs de foot quand même sur lesquels on parie en famille. Et ça, c'est un sujet aussi. Donc, on voit qu'on peut jouer sur plein de trucs, mais les compétences psychosociales, c'est extrêmement important en milieu scolaire. L'information sur les risques donnés aux adultes pour qu'ils transmettent tous à peu près le même message aux enfants. Après, on n'a pas des bons résultats sur tout, mais franchement, sur les mineurs, on a des diminutions très singulières sur l'ensemble des produits à peu près, à l'exception de la cigarette électronique, par exemple. Mais le reste, sur tabac, alcool, cannabis, c'est incroyable les progrès qu'on a fait en ces 10 dernières années. Est-ce qu'on peut peut-être redire un peu les chiffres de ces progrès ? Oui, alors je peux vous les redonner Non, je vais vous donner une statistique globale parce qu'elle est très, très intéressante. On était jusqu'à, il y a peu, dans les comparaisons européennes, parmi les plus mauvais pays s'agissant des consommations des jeunes. Et maintenant, on est dans le top 5 à 10 des 37 pays qui sont enquêtés par l'enquête dite ESPAD. C'est un énorme progrès. C'est-à-dire qu'en ce moment, on va plus vite dans la bonne direction que les autres pays. C'est chouette. C'est-à-dire que le stéréotype du Parisien avec un verre à la main et en train de fumer des cigarettes, c'est en train de disparaître. Alors, Paris, c'est le mauvais exemple parce que Paris, c'est un endroit où on consomme plutôt moins qu'ailleurs, en réalité. Donc, c'est effectivement... Non, franchement, l'inquiétude, c'est plutôt les stimulants. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une moindre appétence pour tous les produits à fumer chez les jeunes et dans le reste et au-delà. Je crois que c'est drainé vraiment par la lutte contre le tabac. Ça, c'est vraiment important. Ça a entraîné en même temps la lutte contre le cannabis, sur laquelle moi, je me suis beaucoup mobilisé parce que je crois que on a de fausses idées sur ce produit qui est un produit dangereux, qui, pour les jeunes en particulier, crée beaucoup de difficultés, notamment dans la réussite scolaire, éducative. Mais de fait, c'est plus ça qui branche trop les gens. C'est une façon de consommer des drogues qui est plus très... Et tant mieux, qui est plus très populaire. Par contre, on aime davantage aujourd'hui des drogues plus propres, entre guillemets, qui se sniffent proprement, qui s'avalent, des petites pilules d'exta ou autres. Et là, il y a une forme de
normalisation, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas de banalisation de ce produit-là, de cette gamme de produits. Et il faut vraiment veiller à informer, faire comprendre par la science que ce n'est pas des choses anodines. L'addiction à la cocaïne est quelque chose qui est très peu reconnu, alors que... Mais alors, aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en place justement cette prévention auprès des jeunes sur tout type de produits, dont les produits stimulants? Comment est-ce que la MILDECA peut, elle, dans ses stratégies, comme on en parlait tout à l'heure, mettre en place des vraies actions de prévention justement pour faire partie du top 3 des meilleurs pays? Eh bien, revenons-en d'abord à la science, avec l'idée d'identifier les stratégies, les actions qui vont marcher. Et ça, c'est fondamental, parce que si on ne fait pas ça, on peut disperser son énergie et l'argent public dans des tas de choses qui vont au final pas apporter beaucoup de succès. Donc, premier truc à faire, nous, c'est financer de la recherche interventionnelle, évaluation de politique publique notamment, pour bien identifier ce qui fonctionne. Et une fois qu'on l'a identifié, par exemple les programmes de renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire, mettre à la fois des moyens, mais aussi convaincre, parce que là, ce n'est pas qu'une question de moyens, il faut aussi convaincre des acteurs de se saisir de ces leviers-là. Convaincre l'éducation nationale en l'occurrence, convaincre les proviseurs des établissements, convaincre les enseignants d'aller se former, faire en sorte qu'on leur dégage du temps pour se former sur ces sujets-là, amener un peu d'argent, évidemment, pour soutenir leur formation et le déploiement de ces programmes-là. Mais quand vous songez que le programme dit Unplugged, qui est destiné aux collégiens, permet une baisse d'à peu près 50%, je fais un peu à grosse maille, des consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, 8 mois après l'implémentation du programme dans une classe, on n'a pas mieux, hein, honnêtement. C'est incroyable comme résultat. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de ce programme? En quoi il consiste? Alors, c'est un programme, comme je vous le disais, qui consiste à renforcer la capacité, je fais un peu court, mais à être bien avec soi-même et bien avec les autres dans l'environnement d'un jeune de 12, 13, 14 ans. Gagner en estime de soi. Pas avoir besoin d'aller chercher une conduite un petit peu à risque pour se sentir bien. Savoir communiquer ses émotions, savoir écouter les autres, se respecter au sein d'un groupe, avoir confiance en soi, ça, c'est les clés pour limiter finalement ce qui fait sans doute la particularité du cerveau à l'adolescence et qui fait qu'on va rechercher un certain type d'émotions et de comportements dans un groupe donné. Et c'est vraiment la question du groupe qui se joue à cet âge-là. Donc ça fonctionne très bien quand on programme un certain nombre de séances en milieu scolaire. En gros, qu'on dégage des plages de temps pour faire la classe autrement, dans des petits groupes, avec un certain nombre d'outils qui sont proposés pour faciliter l'échange, faciliter une forme de bienveillance aussi dans le groupe, que chacun puisse s'exprimer, affirmer ses idées, et qu'on sorte de là au bout de 12 séances avec ces compétences que je n'ai pas listées en entier, mais renforcées. Ça crée quelque chose d'important. Et à la limite, peu importe si on parle de drogue ou pas, ce n'est pas tellement le sujet. L'important, c'est plutôt ce qui va se passer en mécanisme collectif au sein d'un groupe relativement resserré. Mais pour faire quelque chose comme ça, l'enseignant doit être formé, voire accompagné lui-même. On doit lui dégager du temps, 12 séances, vous voyez l'affaire, quoi. C'est pas rien. Voilà, à peu près ce qu'on essaie de faire. Bon, en tout cas, avec 50%, c'est des super résultats. C'est énorme. Et l'institution scolaire est totalement gagnante dans l'affaire parce que, au-delà de ce qui, moi, m'intéresse singulièrement, le tabac, l'alcool, le cannabis et les autres drogues, c'est aussi une amélioration du climat scolaire qu'on a pu constater et mesurer. C'est aussi une réussite des élèves qui est renforcée, enfin, qui a plus de chances d'aboutir. Enfin, franchement, tout le monde est gagnant. Et donc, finalement, comment... Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à ma question, mais plutôt en filigrane. Comment, d'après vous, l'information scientifique peut-elle s'inscrire en complémentarité des stratégies mises en œuvre par la MILDECA, vraiment dans le développement des actions de terrain, le développement des actions très concrètes
j'ai même presque envie de dire des actions auprès des personnes directement, notamment auprès des jeunes. Encore une fois, l'information scientifique et la connaissance, c'est un petit peu la base sur laquelle aussi tout doit pouvoir reposer. Mais ça va dépendre effectivement des différents acteurs qui vont pouvoir relayer cette information scientifique. Le milieu scolaire, c'est un des très bons milieux pour lequel, à un moment ou à un autre, dans tel ou tel type d'enseignement, en se basant sur ce que vous faites, je trouve que les enseignants peuvent capter de la connaissance et de la science qui va nous aider, nous, concrètement, à travailler. Après, c'est ce que je vous racontais également sur le fait qu'il faut toucher davantage de professionnels hors milieu scolaire. Je pense que ça ne suffit pas. On a trop de questions de représentation pour ne pas se dire qu'il n'y aurait pas une opportunité aujourd'hui à diffuser de la connaissance auprès des parents, auprès des travailleurs sociaux, auprès des médecins. Parce qu'il y a encore beaucoup de médecins qui sont un petit peu limites sur certaines connaissances, notamment liées au risque. Le côté 2 cigarettes par jour, ça ne fait pas de mal. Ou peut-être encore même quelques-uns, je n'en sais rien, mais stigmatiser aucun, mais qui pensent que finalement le cannabis, un peu comme ça, c'est juste récréatif. Je crois qu'il faut... Il y a des questions aussi de mise à niveau par le biais d'une science... avec son cortège de médiation qui va avec. Quel message vous avez envie de faire passer aux jeunes aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire qu'on est d'abord là pour les aider parce que vous leur expliquez et vous leur expliquerez encore qu'ils ont à la fois des potentialités exceptionnelles et que l'adolescence est un âge fabuleux à vivre. C'est pas simplement... j'aime pas beaucoup quand on dit les adolescents c'est très compliqué. Non, c'est merveilleux tout ce qui s'y passe. Mais en même temps, c'est des vulnérabilités spéciales. Donc, comprendre comment on fonctionne pour davantage se prémunir de zones dans lesquelles on peut aller se retrouver sans même le vouloir en réalité, ça c'est extrêmement important. Et qu'on essaie de faire tout ça dans une perspective qui n'est pas du tout moralisatrice ou quoi que ce soit. Mais c'est pour les aider sans doute à profiter de l'instant, se construire un peu, avoir des chances parce qu'ils le souhaitent tous quand même, réussir un peu à l'école, etc., faire en sorte que ça fonctionne bien. Et les derniers chiffres nous montrent que grâce à eux, avec eux et avec leurs enseignants, leurs parents, et vous, ça peut marcher. Et donc ça, c'est une note d'espoir très importante. Merci Nicolas Friis. Merci à vous. Merci Camille. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir regardés sur cette interview. Pour en savoir toujours plus sur les mécanismes des addictions et l'information scientifique, rendez-vous sur Mad Digital et sur ses réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. À bientôt.